C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le réel plaisir est pour nous de vous savoir nombreux pour nous suivre. Bienvenue à ce journal. Nous allons prendre le sommaire de cette édition. L'atelier préparatoire de Nairobi, la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, a débuté ce jeudi 16 mars 2023 à Naivasha, à Nairobi. Le ministre des PT-NTIC, Augustin Kibasa Maliba, a inauguré ce jeudi à la gare centrale la nouvelle ligne de la fibre optique haut débit Kinshasa-Mwanda. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Navaisha, à une centaine de kilomètres de Nairobi. Nous sommes au Kenya, accueille depuis ce jeudi 16 mars 2023 un atelier préparatoire de Nairobi, la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, Papi Katasi. C'est à Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi, que des délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de l'EAC, de la MONUSCO et de la présidence de la République participent à un atelier préparatoire de Nairobi 4. La 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Conduite par le représentant du chef de l'État, chargé du processus de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Chibangu, la délégation présidentielle attend apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase de consultation prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu, suivant la recommandation prise à l'issue des travaux de Nairobi 3. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera présenté au facilitateur qui le soumettra à son tour au chef d'État des EAC. Au cours des 3 dernières phases, des consultations ont été organisées en RDC, à Nairobi, avec une cinquantaine de groupes armés ayant souscrit au processus de désarmement et réintégration sociale à travers les PDDRCS, des représentants de la société civile et des communautés. Des avancées significatives sont enregistrées sur le plan de développement et sécurité dans la province de l'Ituri. C'est le résultat de l'état des sièges instauré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur place. Le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur militaire de cette province, sollicite l'implication de la population pour la culture de la paix. Junior Selimani. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers d'intérêt économique, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine, ces zones jadis sous contrôle de groupes armés. En plus, la modernisation de la voirie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri dans une interview exclusive avec la presse du gouvernorat faisant le bilan à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe sur la RN27, sur l'axe Bunia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis les populations sur toujours la RN27, Fataki, Libi, Ngote, il y avait un peu de population à Ngote. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu. Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non militaire adoptée par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni apporte à ce jour des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis, c'est il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni mérite d'être encouragée par des personnes soucieuses de l'avenir de cette province à potentialité énorme.
De son côté, Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectué une descente à Bandundouville hier, mercredi 15 mars 2023, pour échanger avec toutes les couches de la population pour trouver des solutions et mettre fin au conflit qui déchire le Grand Bandundu, précisément à Kwamut, Julia Kamwanya. Dans le but de trouver des solutions et mettre fin au conflit qui sévit dans les Grands Bandundu, Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectué une descente à Bandundouville le mercredi 15 mars 2023 pour échanger avec toutes les couches de la population et comprendre l'origine de ces conflits qui déchirent particulièrement la population des Kwamouv. Occasion pour lui de faire son offre politique et de conscientiser les populations du Grand Bandundu à user de la sagesse de leurs ancêtres pour rester unis. Il faut signaler qu'Adolphe Mouzito a organisé ce jeudi 16 mars 2023 l'Université populaire, cette conférence de presse qui lui permet d'échanger avec toutes les catégories de la population et de recueillir les éléments nécessaires à insérer dans son programme. L'exercice consiste à connaître les besoins et les priorités de la population, ce qui les conduira à signer un contrat social avec elle, voire obliger si l'on veut apporter des solutions durables à la dite population, victime des promesses fallacieuses des politiciens dans les passés. En séjour au Nord Kivu, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a débuté la première étape de Maïra dans les territoires des Lubero, où il a procédé à l'inauguration de 28 bornes fontaines financées à hauteur de 80 000 $ américains par sa fondation Hervé Landry Ngoï. Julien Paluku était sébardi dans plusieurs agglomérations des Lubero, première étape de sa tournée Maïria. Plusieurs projets à hauteur de 80 000 $ américains ont été réalisés pour le bien-être de la population locale. Honorés par ces gestes, ces bénéficiaires n'ont pas manqué de dire merci à l'initiateur de ces projets, qui n'est d'autre le ministre national de l'Industrie. Et cette eau nous aide sincèrement parce que nous sentons depuis que la population commence à utiliser cette eau, il y a une réduction sensible des maladies d'origine hydrique. Un sincère remerciement à mon nom propre et au nom de toute la population de la zone de santé de Masereka. Et je sais que c'est un bienfaiteur qui a toujours été pour le développement. Nous avons sollicité chez l'honorable Julien Paluku Kaongia 82 000 $ pour terminer. À Bikilalo, Julien Paluku a communié avec la population qui l'attendait dans cette partie de la République. Lors de cette causerie, les patrons de l'industrie a appelé la population à s'enrôler massivement pour donner une majorité écrasante à son candidat à la présidentielle de décembre prochain. Nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, le ministre de PT Antique, Augustin Kibasa Maliba, a procédé ce jeudi 16 mars 2023 à l'inauguration de la fibre optique au débit Kinshasa-Mwanda. La cérémonie s'est déroulée à la gare centrale de Kinshasa, Afrika Mujinga. Selembayabo, commentaire et images. Longue de 620 km, la nouvelle ligne de fibre optique au début Kinshasa-Mwanda, inaugurée ce jeudi 16 mars 2023, longe la voie ferrée de Kinshasa à Matadi et la voie routière de Matadi à Mwanda. Elle est gérée et commercialisée par Fast Congo SA, une entreprise congolaise qui a 20 ans d'existence. Pour Fast Congo, la date d'aujourd'hui est une date historique. Et nous sommes aujourd'hui animés par un sentiment de fierté pour le travail abattu en ces 12 derniers mois. Cette date marque un grand pas dans la mise en œuvre de contrats d'un nouveau genre, du type partenariat public-privé ou encore en sigle PPP, et qui nous lie à la Société congolaise de fibre optique, SOCOF en sigle. Ce contrat a pour l'objet l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique CAP5, qui a été signé il y a une année maintenant, le 14 mars 2022. Preuve de la volonté du chef de l'État d'améliorer et de faire accéder le plus de Congolais au numérique. Cette réalisation est saluée par la Banque mondiale, partenaire financier important du gouvernement congolais. La Banque mondiale va sur les 5 prochaines années accroître son engagement dans le secteur à travers plusieurs projets. Un projet d'infrastructure à fibre optique le long de la RN2 entre Bujimaï et Bunia en Ituri. Un grand projet d'accès aux services numériques, incluant l'infrastructure d'accès et d'identité numérique. Et enfin, un projet de modernisation de l'administration.
Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, cette inauguration consacre la détermination du gouvernement à doter d'une part la République des infrastructures de qualité et d'autre part la population d'un service haut débit à moindre coût. Cette infrastructure est aussi une réussite de la mission que s'est assignée le gouvernement Samalou Kondé à travers la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Juste après les discours, place à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement du Chiter avec la participation des Paratus Holding Group. Et dans le reste de l'actualité, les petites et moyennes entreprises membres de la FEC étaient hier 15 mars à l'école de passation de marché de PNUD de sa plateforme Quantum au cours du séminaire organisé à cet effet au chapiteau de Pullman Hotel par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec la FEC. Ces PME ont été sensibilisés à comment soumissionner à un appel d'offres lancé par les Nations Unies à travers ces agences, le PNUD en particulier, témoin de l'événement Polydor Ngaziami. Sensibiliser et renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises congolaises sur les procédures des passations des marchés du programme des Nations Unies pour le développement et l'utilisation de la plateforme Quantum pour la soumission des offres, c'est la raison de l'organisation de ces séminaires auxquels ont pris part plus de 200 personnes. Plus concrètement, il s'est agi de communiquer aux PME membres de la FEC les éléments nécessaires pour répondre de manière efficiente aux offres lancées dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. Les différents modules ont été présentés par les experts du PNUD, les PNUD qui comptent parmi les 3 agences retenues par le gouvernement congolais pour l'exécution de ces vastes programmes initiés par le président de la République. Le PNUD veut ainsi stimuler le secteur privé congolais pour une amélioration de l'environnement des affaires à travers la vulgarisation de ces procédures d'achat, la promotion de ces règles d'éthique, la prise en compte de l'environnement et du genre dans le processus d'achat. Bénéfique, le séminaire l'a été pour les différents PME invités. Ça a été bien clair pour moi, ça a été clarifié surtout dans le secteur d'environnement où j'ai toujours pensé que les marchés dans le secteur d'assainissement et environnement ont été souvent donnés aux ONG, mais c'est quelque chose qui a été clarifié. Et c'est aussi de savoir l'aspect genre. Il s'est de retenir que la tenue de ces séminaires contribue à l'une des missions de la FEC qui est de former et d'informer ses membres. Les compétences acquises leur permettront de soumissionner à un appel d'offres lancé par n'importe quelle agence du système des Nations Unies. Nous allons parler santé dans ce journal dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba Wabasamba, a procédé ce jeudi 16 mars au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'ensemble de la province du Tanganyika. Le numéro 2 de cette province a aussi inspecté les travaux de réhabilitation de la route MONUSCO à Kalemi, Momafataki. Ils sont au total 655 023 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, qui sont concernés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur l'ensemble de la province du Tanganyika. Une campagne lancée officiellement ce jeudi 16 mars 2023 par les vice-gouverneurs de la province du Tanganyika, Massamba Wabasamba Ferdinand Orompo Kichanga, en présence de quelques membres du gouvernement provincial, du maire de la ville de Kalemi et des partenaires du secteur de la santé. Dans ce mot de lancement, Massamba Ferdinand est d'abord revenu sur l'origine du polio, ensuite a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'assurance sanitaire de la population. Dans son adresse, le numéro 2 de la province du Tanganyika a par la même occasion appelé les vaccinateurs au respect strict de stratégie et aux parents à faire vacciner leurs enfants, afin d'éradiquer cette épidémie dont un grand nombre de cas sont enregistrés dans le Tanganyika. Pour prêcher, par exemple, le vice-gouverneur Massamba Wabasamba Ferdinand a vacciné sur place quelques enfants, un acte qui a rencontré la satisfaction des parents.
Après Kichanga, Massamba Ouamassamba Ferdinand a inspecté les travaux de la réhabilitation de la route Monisco, reliant les boulevards Lumumba au boulevard Jikaka, en passant par les quartiers Filtuzaf en exécution par l'OVD. Massamba Ouamassamba Ferdinand s'est par la suite rendu à l'hôpital militaire de Tatanabana, où sont internées les victimes d'une attaque à flèche par les toits qui ont bénéficié d'une assistance. Le vice-gouverneur Massamba Ferdinand décourage ces genres d'actes qui portent atteinte à la dignité humaine. Equity BCDC annonce le lancement officiel de la plateforme de paiement en ligne Cybersource en partenariat avec Visa. La migration vers Cybersource est une occasion pour la banque de proposer de paiement par le biais de plusieurs canaux. Paiement et des gestions de la fraude de petites, moyennes et grandes entreprises de commerce en ligne. Avec ces nouveaux services, Equity BCDC renforce sa position de banque digitale de référence en RDC et à l'international. La migration vers Cybersource est une occasion pour la banque de proposer des paiements par les biais de plusieurs canaux tels que le paiement en ligne et les retraits en magasin, click et collect, ou des expériences uniques entre commerce mobile, en ligne, en kiosque, tout en réduisant le risque de fraude. Cette plateforme permettra aux PME et aux multinationales d'atteindre des clients et des publics cibles sur des territoires géographiques plus étendus, mais également d'augmenter leurs revenus grâce aux capacités et aux solutions de pointe fournies par la société Visa. Les passerelles de paiement facilitent la communication entre les banques et le prestataire de services grâce à des logiciels et des serveurs qui envoient des informations sur les transactions aux banques acquéreuses et de réponses aux banques émettrices comme l'approbation ou le refus d'une transaction. Les avantages des plateformes de paiement de Cybersource sont les suivants. Traitement sécurisé et express de paiement au niveau local et international. Certifié PCI DSS et utilise la 3D Secure comme solution d'authentification client. Protection contre la fraude, réduction des coûts des transactions. Cybersource permettra à Equity BCDC d'accéder à plus de 150 connexions de processeurs dans plus de 190 pays à travers le monde. Equity BCDC s'engage à fournir une technologie innovante qui permet l'inclusion financière et met en œuvre des solutions pour prévenir la fraude. Selon Célestin Moukeba Moutouabou, directeur général d'Equity BCDC, ce lancement est une indication qu'Equity BCDC est à la tête de l'innovation digitale en République démocratique du Congo grâce à ses partenariats avec Visa. Visa est très fier de proposer des solutions numériques à travers ses partenariats avec Equity BCDC. Cybersource fournit une solution des plateformes uniques permettant des expériences de paiement conviviales à une protection automatisée contre la fraude, des intégrations technologiques faciles à une assistante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alimentant l'innovation et l'évolutivité. Cette plateforme intégrée prend en charge les méthodes de paiement populaires sur tous les canaux et contribue à stimuler la convention selon Madame Sophie Kafouti, directeur pays des visas pour la RDC. Merci Africa Mujinga, vous avez suivi donc son rendu. Et puis la Fédération congolaise de boxe que dirige le président Ferdinand Ilunga Luyoyo organise la 31e édition du championnat national du double art congolais. C'est sur la place commerciale 7e rue Limité, Mathurin Ndaye Ilambouchi, Papi Katasi. La 31e édition du championnat national de boxe amateur se poursuit à la place commerciale de la 7e rue Limité. Le différent résultat des demi-finales. Dans la version féminine catégorie des moyens, plus de 81 kg, Maleu Tekasala du Congo central a battu Chimwaka par 5-0. Et Yangela Fila du Congo central a disposé de Bila Makese du Congo central 5-0. Chez les hommes en demi-finale, catégorie des mouches, 51 kg, Mukulu Elikia du Congo central a disposé de Makuntwala Enoch de la Chouapa.
Akotala Eloi du Sud Ubangi a eu raison de Kolongo Bakora du Haut-Katanga. Dans la catégorie des plumes, 57 kg, Equilatera du Sud Kivu a remporté une belle victoire devant Badibanga Trésor de la Chouapa par l'arrêt de l'arbitre au 3e round. Kalonji Idriss du Kassai Oriental a disposé de Keto Ravel de Kinshasa sous la note de 3.2. Dans la catégorie des légers, 60 kg, Tukuku Evander du Nord-Ubangi a disposé de Malumu Zadok de la Chouapa sur la note de 5.0. Mujinga Frazier de l'Équateur a battu Abibo Tende de la province du Maïndombe. Dans la catégorie des mi-welter, 63 kg, Kavoala Titi du Kassai a crucifié son challenger Kabengele Hassan du Kassai Oriental par arrêt de l'arbitre au premier round. De son côté, Kalalamu Kadi du Congo central a été battu par Aoulou Espoir de Kinshasa sur les scores de 3-2. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine et internationale avec la Voix de l'Amérique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé à Addis Abeba aujourd'hui à enraciner le processus de paix en cours au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, lors d'une visite ayant pour but notamment de renouer les liens distendus avec ce pays, allié historique de Washington. Addis Abeba a été exclu depuis janvier 2022 de l'AGOA, initiative américaine exemptant de taxes les exportations de certains pays africains. Au Niger, l'armée a tué la semaine dernière une trentaine de terroristes du groupe djihadiste Boko Haram, rapporte la télévision publique Télé Sahel. Au moins 960 personnes, dont des femmes et des enfants ayant fui le Niger voisin, ont été interpellées. Course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants au Malawi après le passage du cyclone Freddy qui a fait près de 200 morts dans le sud du pays. Les sauveteurs poursuivent leur opération aujourd'hui alors que la vie reprend lentement son cours dans la capitale économique de Blantyre, durement touchée. Au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés à Dakar mardi, première étape d'une séquence à risque avec des marches annoncées dans le pays aujourd'hui et le procès prévu demain d'un de ses chefs, Ousmane Sonko. Complément de l'actualité de ce jeudi avec cette parution de journaux, c'est dans une sélection et un commentaire de Papi Katassi. La rentrée parlementaire, session de mars 2023, domine les quelques-unes des parutions de ce jeudi 16 mars 2023. Commençons par ce titre du quotidien d'information générale Forum des As, bâti pour des mesures appropriées en vue de protéger les pouvoirs d'achat de la population. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukebo, en croit notre confrère, recommande au gouvernement d'anticiper en prenant des mesures appropriées pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique afin de protéger les pouvoirs d'achat de la population. Sur le même élan, session de mars 2023, Bati mobilise contre l'agression, Mbosso pour les élections et la sécurité, pointe le quotidien d'information générale Avenir. Selon notre confrère, si l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir les paris, elle recommande au gouvernement de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi des finances. De même, à travers Christophe Mbosso, la RDC n'entend s'engager dans un processus de dialogue que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants des M23 du pays national. Autre chapitre, la descente aux enfers du franc congolais, un sabotage, s'exclame le quotidien d'information générale, le journal. Selon notre confrère, le chef d'État venait à la faveur d'un récent conseil des ministres de mettre sur la place publique son désamour pour la devise américaine, le dollar. Pourtant, dans le même ordre d'idées, quelques jours auparavant, une rencontre était organisée pour mettre fin à la spéculation observée sur les marchés de change. Autre sujet, un communiqué de presse de l'AEF accable le chantre de la Congolité poursuivi en justice aux USA. Noël Chani, sa nationalité américaine brandie, explique le triplement panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. À lire dans les colonnes de notre confrère, Noël Chani est un citoyen américain. Le candidat à la présidentielle de 2018 en RD Congo est accablé par l'Observatoire américain pour des élections libres et équitables, American Observatory for Free and Fair Election, AOF. Dans un communiqué de presse publié le mardi 14 mars 2023, cette plateforme dédiée à la promotion d'élections libres et équitables dans le monde a fustigé la démarche tendant à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté. On va terminer en sport. Cannes 2023, Sébastien Desabre depuis lundi à Lumbashi pour la prospection Cannes 2023 nous explique le quotidien d'information générale La République.
Encore notre consoeur, le sélectionneur national et manager de l'OPA de la RDC, le français Sébastien Dessaba qui était Kinshasa lundi pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga en vue de la prospection en prévision du match du 24 mars 2023 contre la Mauritanie, a constaté l'ACP. Les autres membres du staff technique et certains joueurs les rejoindront à Lubumbashi à la fin de la semaine, mais l'ego de l'effectif de joueurs est attendu début de la semaine prochaine. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir. Merci Papi Katassi pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. La télé préparatoire de Nairobi, la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, a débuté ce jeudi 16 mars 2023 à Naivasha, à Nairobi. Le ministre des PT Antique, Augustin Kibasa Maliba, a inauguré ce jeudi à la gare centrale la nouvelle ligne de la fibre optique haut débit Kinshasa-Mwanda. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, Patrick Borel Mukendi, Léonard Mouéméré, toute l'équipe qui vous a tenu compagnie ce soir, mes charges de vous remercier de l'avoir reçu chez vous. Le prochain, c'est demain dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.